L'heure libre, Sud Radio Parlons Vrai. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure libre. 1 heure de décryptage de l'actualité des faits de société. 1 heure en compagnie de Jean-Marie Bordry, la voix qui vous accompagne le week-end. Bonjour. Victor Lefebvre également, journaliste spécialiste d'investigation. Bonjour Stéphane. Dans la dernière partie de l'émission, on va revenir sur le débat de mardi soir qui opposait Kamala Harris à Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Les choses ont été plus compliquées qu'attendues pour l'ancien président Trump et les observateurs commencent à donner la victoire à Kamala Harris. Kamala Harris a-t-elle réussi à renverser les pronostics? C'est la question que nous nous poserons tout à l'heure. Mais nous parlerons aussi dans un instant avec Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, et Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris, des projets concernant l'immigration que le nouveau Premier ministre Michel Barnier entend mettre sur la table. Le début d'une reprise en main, élément d'explication dans un instant. Mais tout de suite, je me tourne vers vous, Victor Lefebvre. Vous tenez notre agenda judiciaire et vous suivez le procès dit des viols de Mazan. Et cette semaine a également été marquée par d'autres condamnations. On commence par celle-ci. Oui, il y a eu 2 décisions de justice importantes cette semaine. Ce mardi d'abord, Tariq Ramadan, le politologue, prédicateur islamiste qui a été reconnu coupable de viol par la Cour de justice de Genève et condamné en appel à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour des faits qui remontent à octobre 2008 dans un hôtel de Genève. Et par ailleurs aussi 2 femmes, Amandine Roy et Natacha Ray, qui devront payer, elles, 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux. Les 2 femmes avaient propagé sur Internet... Donc c'est bien 2 personnes différentes, hein. Exactement, c'est 2 personnes différentes, tout à fait. Et donc les 2 femmes avaient propagé sur Internet en 2021 la rumeur selon laquelle Brigitte Macron était une femme transgenre. Elles ont été condamnées donc ce jeudi par le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation. Merci Victor. Revenons au procès des viols de Mazan. Il y a eu une petite phrase prononcée par un des avocats de Dominique Pellicot. Je rappelle que c'est l'accusé principal qui aurait fait abuser de sa femme sous l'emprise de drogue, qui a beaucoup fait réagir. Maître De Palma a dit, je cite, « Il y a viol et viol. Sans l'intention de le commettre, il n'y a pas viol. » Une phrase pas très heureuse. Une phrase qui a été très, on peut le comprendre évidemment, très mal perçue par les avocats de la principale victime, Gisèle Pellicot. Et donc c'est une ligne de défense qui est empruntée par Guillaume De Palma, donc qui représente lui 6 accusés dans ce procès, donc à Mazan, au tribunal correctionnel d'Avignon. Et c'est une ligne de défense qui consiste à s'appuyer sur le code pénal qui dit qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Donc, étant donné que la notion de consentement n'est pas vraiment définie par le droit, d'ailleurs ça fait partie des discussions qui entourent ce procès très médiatique, effectivement c'est la ligne qui a été empruntée, et d'ailleurs la ligne de défense de certains accusés est de reconnaître les actes sexuels mais pas le viol en tant que tel, puisque certains plaident pour le... Si j'ai bien compris, la défense de la plupart des 51 accusés sera de dire qu'ils se sont rendus au domicile de monsieur et madame Pellicot sans effraction, que monsieur Pellicot leur a offert un café et qu'il, en gros, leur donnait l'autorisation de coucher avec sa femme. Il ne voyait pas le mal et n'imaginait pas une seconde que madame Pellicot puisse ne pas être consentante, ni même être droguée. Il y en a certains qui vont même jusqu'à parler de scénario libertin, donc consenti, avec Gisèle Pellicot. Pourtant, Madame Pellicot était dans un drôle d'état puisqu'elle était comateuse. Elle était comateuse sous anxiolytique, donc totalement droguée et inconsciente en raison des doses d'anxiolytiques ingurgitées de force par son mari. Alors, il y a quelque chose qui a été remarqué aussi durant le procès, c'est l'absence de Dominique Pellicot, contrairement à sa femme Gisèle, dont on est absolument bouche bée devant le courage. Lui s'est fait porter pâle à l'audience mercredi, jeudi et vendredi. Le procès n'a même pas pu se tenir. Voilà, cette semaine, il était totalement absent, malade, donc depuis lundi, dispensé d'audience. Son interrogatoire qui était prévu n'a pas pu avoir lieu cette semaine. Le procès est suspendu jusqu'à lundi prochain, dans l'attente de son retour. Et il pourrait même être renvoyé si jamais Dominique Pellicot était durablement indisponible. Donc le procès qui a été entamé le 2 septembre dernier, prévu pour durer jusqu'à fin décembre, il pourrait donc être tout bonnement interrompu et reporté à une date ultérieure. On en sait un peu plus sur le profil psychologique de cet homme Alors sur le profil psychologique, effectivement, on en sait un peu plus, puisque les experts psychiatriques ont dévoilé leur analyse cette semaine. Alors je les cite, ils parlent de traits de personnalité saillants qui n'apparaissent pas spécifiquement, un rapport à la réalité qui est correct, pas de pathologie mentale, pas d'antécédents psychiatriques.
Il avait été qualifié par ses proches au fil de l'instruction de père incontestablement présent et aimant, je cite, très investi dans l'éducation de ses petits-enfants, de patriarche respirant le bonheur au sein d'une famille très unie. Mais un expert a évoqué ses déviances sexuelles, je cite encore une fois, une somnophilie aux confins de la nécrophilie, une personnalité à double facette, et j'ajoute que Dominique Pellicot dit avoir était lui-même victime de violences sexuelles à l'âge de 9 ans, puis forcé de participer à une agression sexuelle sur une jeune femme sur un chantier à l'âge de 14 ans. Alors il y a un autre personnage trouble dans cette affaire qu'on a entendu au cours des audiences. On a entendu sa femme notamment. On a également appris donc l'existence de ce Jean-Pierre M., un bon père de famille qui s'est mis à reproduire le modus operandi qu'il avait vu chez Monsieur Pellicot. En gros, il est devenu un disciple de Dominique Pellicot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est cet homme et ce qu'il a fait ? Oui, ça c'était une des journées importantes cette semaine du procès. Donc Jean-Pierre M., un homme aujourd'hui âgé de 63 ans, comme les autres accusés, Dominique Pellicot lui a expliqué comment il droguait sa propre femme afin d'abuser d'elle. Il lui a proposé de la violer à son tour. Jean-Pierre M. a toujours refusé, mais en revanche, il a appliqué chez lui la même méthode que Dominique Pellicot, à qui il a à son tour proposé de violer son épouse. Et entre 2015 et 2020, donc Dominique Pellicot s'est rendu plusieurs fois au domicile de Jean-Pierre M. Donc ils ont été mis en contact via la messagerie coco.fr. Son pseudonyme c'était Rasmus ou Pierre, celui de Dominique Pellicot pervers ou dompteur. Et une nuit de juin 2020, la femme de Jean-Pierre M. s'est réveillée en sursaut. Pas assez droguée, elle est réveillée donc avec un homme debout se tenant aux côtés de son mari. Au moins 12 viols et agressions sexuelles commis à des dates différentes ont été recensés, dont au moins 3 avec Dominique Pellicot, puisque tout a été filmé là encore. Nous ont rejoint Patrick Beaudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Patrick. Et Pierre Gentillet, avocat au tribunal de Paris. Nous allons parler des projets de Michel Barnier, nouveau Premier ministre. Mais Pierre Gentillet, je profite du fait que vous soyez avocat pour vous demander peut-être une réaction sur ces procès de viol de Mazan. Au-delà de l'histoire de Madame Pellicot, c'est aussi toute une interrogation sur le consentement, sur des femmes qui sont chosifiées par leurs hommes. Et qui sont livrés en pâture sous l'emprise de somnifères. Alors c'est toute la question, c'est une question épineuse, c'est intéressant parce qu'à la fois il y a l'effet d'espèce, effectivement, il y a ce serpent de mer qui revient régulièrement tous les ans sur la question du consentement, parce qu'effectivement si on se détache un petit peu du droit, je ne vais pas dire... toute personne de bon sens verrait ces faits-là et qualifierait automatiquement un viol. Seulement, voilà, en droit pénal, il y a quand même des éléments qui sont marquants et qui sont constitutifs à chaque fois du délit ou du crime. Vous avez l'élément matériel, l'élément moral, vous avez l'élément intentionnel. Et c'est vrai qu'ici, c'est toute la difficulté. Donc, je ne vais pas commenter, parce que ma qualité d'avocat ne me permet pas de commenter en direct, justement, un procès et m'incite à la retenue. Mais en tout cas, c'est une question de droit et c'est le point saillant de ce procès, oui. Bien. Alors, je vous le disais, nous allons parler de Michel Barnier, de ses projets pour réformer, pour rénover nos lois sur les flux migratoires. Mais j'aimerais, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, me retourner vers Patrick Beaudouin et vous demander ce que vous inspire l'homme, notre nouveau Premier ministre Michel Barnier. Qu'est-ce qu'il inspire au président de la Ligue des droits de l'homme ? Bien près de votre micro, s'il vous plaît. Comme beaucoup d'hommes politiques qui ont cette longévité, il inspire des réflexions diverses et parfois contradictoires. Ouais. Il y a toute une facette de Michel Barnier qui est plutôt respectable, heureuse et réussie. On pensera de la façon dont il a traité le Brexit et puis un certain nombre d'autres événements de sa carrière, les Jeux Olympiques, enfin bon, beaucoup de choses. En revanche, mon regard ne peut qu'être assez négatif sur, par exemple, puisque je crois qu'on va en parler dans un instant, la question de l'immigration ou la question, très curieusement d'ailleurs, du rapport à la justice, puisque je rappelle qu'alors qu'il a fait une longue carrière au sein des institutions européennes, soit comme parlementaire européen, soit comme commissaire européen, il n'a rien trouvé de mieux, je crois que c'était en 2021, alors qu'il était parmi les candidats potentiels à la présidence de la République, que de remettre en cause les décisions qui peuvent être rendues par la Cour européenne des droits de l'homme ou par la Cour de justice, en disant il faut que on garde quand même notre souveraineté en quelque sorte, et notamment pour les questions d'immigration, sans qu'on puisse être
nous, la France, soumis à cette censure. Et de même sur l'immigration, mais on va y revenir. Il a des positions... il avait même demandé à ce moment-là aussi une suspension de l'immigration pendant 3 à 5 ans, sauf pour les étudiants ou les demandeurs d'asile, de façon à pouvoir régulariser la question. Enfin bref. Bon, on va y revenir. Pierre Gentillet, un mot sur l'homme Michel Barnier. Moi, je suis très embêté parce que je ne sais pas très bien de qui il s'agit. C'est-à-dire que, pour moi, Michel Barnier, c'est un Janus. Vous savez, Janus, c'est cet homme à 2 visages. Ce dieu à 2 visages. C'est-à-dire que vous avez le premier Michel Barnier, député de 1978. Il faut quand même se dire que nous avons un Premier ministre qui a été député en 1978. C'est tout de même assez cocasse de se dire que le président... Non, j'étais pas né, non, effectivement. Le président de la République qui vantait le nouveau monde, là, il vient pas chercher l'ancien monde, il vient chercher, pardonnez-moi, l'arrière-monde, puisque c'est quand même quelqu'un qui a été député en 1978, qui a été ministre sous Jacques Chirac. Je me demande même s'il n'a pas été ministre de 93 à 95. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une... C'est bien aussi qu'il a une carrière politique, mais qui, dans toute cette carrière politique, a démontré qu'il était au fond un homme de centre-droit, chrétien-démocrate, enfin comme on a eu l'habitude, un chiracien au fond. Et d'ailleurs, je crois que c'est le moment où il a été le plus ministre, c'était au moment où il était avec Jacques Chirac. Et puis, je vous dis, c'est un Janus parce que on a eu le Michel Barnier de la primaire. Et le Michel Barnier de la primaire, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Il voulait un bouclier institutionnel pour les questions d'immigration. Il voulait remettre en cause certaines décisions de la CEDH. Il voulait être beaucoup plus restrictif sur l'immigration. On ne comprenait pas très très bien qu'est-ce qu'il avait en rapport avec l'ancien commissaire européen et ancien ministre, si vous voulez. Donc peut-être un effet d'aubaine. Oui, mais là, c'est un moment de vérité qui va se poser devant lui. Absolument. Alors, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, a dit avoir envie de faire évoluer la politique migratoire. On va en parler dans un instant. Immigration vers une nouvelle donne. À tout de suite sur Sud Radio avec nos invités. L'heure libre. Sud Radio, parlons vrai. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi midi pour décrypter l'actualité avec Jean-Marie Bordry, bien sûr. Stéphane Simon. Merci Victor Lefebvre, journaliste d'investigation. Merci d'être là également. Avec nous, Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, et Pierre Gentillet, avocat au tribunal de Paris. Au barreau de Paris. Au barreau de Paris. Au tribunal de Paris, c'est pas l'équivalent ? On dit au barreau. On dit au barreau. La justice d'un côté et puis les avocats. Très bien, parfait. Avec nous, donc, avec nos invités, nous parlons des projets de Michel Barnier ce matin, nouveau Premier ministre, concernant la question épineuse de la gestion des flux migratoires. Il semblerait que le Premier ministre cherche à prendre à bras-le-corps le sujet de l'immigration. C'est ce qu'il a laissé entendre, en tout cas, Victor Lefebvre. Oui, effectivement, le Premier ministre a dit son souci de maîtriser l'immigration avec de la rigueur, de la ténacité, je le cite, mais aussi avec humanité. Et sur TF1, il avait dit, je cite encore une fois, on a toujours le sentiment que les frontières sont des passoires et que les flux migratoires ne sont pas maîtrisés. Nous allons proposer des mesures concrètes, avait-il dit. Et rappelons qu'il défendait en 2021, au moment de la primaire de la droite, un moratoire sur l'immigration. Il réclamait notamment une pause pendant 3 à 5 ans de la politique migratoire telle qu'elle était pratiquée en France, avec le fait de cesser notamment les régularisations inconditionnelles des sans-papiers. En revanche, il a démenti, ou en tout cas, il a refusé de confirmer cette idée d'un ministère de l'immigration qui avait été créé, rappelez-vous, par Sarkozy sous le gouvernement Fillon de 2007 à 2010. Le ministre était Brice Hortefeux, puis Éric Besson. C'était le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, qui a été supprimé donc en 2010 et rattaché au ministère de l'Intérieur. Alors, on peut dire, on va passer en revue les mesures qu'il a déjà évoquées, mais en tout cas, le ministère de l'immigration, c'est déjà plus d'actualité. Néanmoins, l'immigration serait toujours la priorité de son mandat, c'est ce qu'il a dit sur TF1. Vous comprenez, Patrick Baudouin, que l'on puisse faire, non pas un ministère peut-être de l'immigration en tant que tel, mais que l'immigration puisse être le sujet numéro 1 des préoccupations du prochain Premier ministre ? Deux observations. La première, c'est qu'un ministère de l'immigration s'est remis en cause, donc il semble démentir le propos qu'il lui avait qu'il avait tenu initialement. On est évidemment contre un tel ministère, de même qu'on était contre des ministères des droits de l'homme, ou parce que ce sont des domaines régaliens transversaux, et parce que l'idée d'un ministère de l'immigration d'emblée, c'est quelque chose qui peut viser un certain nombre de catégories, et c'est ce qu'il faut éviter. Mais par contre, sur les mesures qui sont envisagées,
Ce sont des mesures qui toutes sont très, très restrictives dans la conception de ce nouveau Premier ministre qui, à plusieurs reprises dans le passé, a démontré qu'il était sur une logique très proche, en définitive, de celle des idées de l'extrême droite sur cette question. Alors par exemple, juste deux choses. On ne va pas lui faire de procès d'intention absolu non plus, puisque pour l'instant, on parle du futur. Donc, en définitive, quelle va être sa politique? Elle reste à définir, même si on a des craintes très avérées. Alors, après, qu'est-ce qu'il prône? Il l'a déjà laissé entendre. Donc, faciliter les expulsions, rendre plus difficile l'accès au territoire, limiter l'immigration, limiter les aides qui peuvent être accordées, par exemple, en matière de prestations familiales. Bon, il est sur toute une série de logiques qui ont donné lieu au débat qu'on a connu parfaitement délétère pendant des mois et des mois en 2023 jusqu'au moment du vote de la loi puis sa promulgation en janvier 2024. Donc voilà, après on peut prendre mesure par mesure et en discuter. Bien sûr. Alors parmi ces mesures, il y a durcir les critères de regroupement familial. Ça c'est une mesure qui a été déjà posée sur la table. Mais j'ai envie de dire, ça vous gêne de pouvoir Pierre Gentillet, que l'on puisse revenir sur... parce que quand même, vous semblez trouver que vouloir durcir un peu la politique en matière de reconduite à la frontière, enfin, on a un taux d'exécution des OQTF, je rappelle, qui est de moins de 7%. Donc on ne peut pas dire que ce soit extrêmement violent, les reconduites à la frontière. Avant de laisser la parole à mon confrère, juste 2 points, si vous permettez. Vous avez bien sûr que le sujet de l'immigration, je ne l'ai pas dit, est un sujet clé. Il n'est pas question de le nier, d'une part, et d'autre part, il y a des solutions qui doivent être apportées. Simplement, nous pensons que les solutions, les réponses politiques qui sont celles de la dernière loi immigration ou prévisibles de Michel Barnier ne sont pas les bonnes. Deuxièmement, vous parlez des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Vous avez raison, elles ne sont pas mises en œuvre. Mais ce n'est pas parce qu'on voudra on va les augmenter considérablement qu'elles seront plus mises en œuvre. Parce qu'il faut rappeler quand même que pour expulser les gens, il faut trouver un pays d'accueil. Ouais. Et que parfois, ce n'est pas possible. Donc, c'est trop facile de raisonner comme ça, d'une façon simpliste. Pierre Gentillet. Oui, vous avez raison effectivement de dire ça. Il y a la question des pays d'accueil. Peut-être prendre le problème aussi en amont, c'est-à-dire les entrées légales avant de parler de la question des expulsions. Effectivement, je pense qu'il serait le flux d'expulsions diminuerait mécaniquement si on n'avait pas un flux entrant aussi important. Je voudrais juste quand même qu'on rappelle 2-3 chiffres, d'accord. En 2023, puisque nous n'avons pas encore les chiffres de 2024, les chiffres donc sur le site du viepublic.com, enfin le site gouvernemental, vous pouvez les trouver. C'est 327 000 entrées légales hors droit d'asile. Droit d'asile, vous en avez 167 000 demandes d'asile qui sont faites aussi. Donc en fait, on est sur des flux humains qui sont absolument considérables. Un demi-million presque. En comparaison sous Nicolas Sarkozy, parce qu'on parlait du ministère de l'immigration tout à l'heure. Je rappelle que quand il y a eu un ministère de l'immigration, c'était sous Sarkozy. Accessoirement, les records nationale à l'époque. Et de l'identité nationale. Accessoirement, les records d'immigration sont arrivés à partir de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a fait entrer plus d'immigrés que sous son prédécesseur, en tout cas le quinquennat de son prédécesseur, Jacques Chirac. Mais au moment où c'était le président Sarkozy qui était aux responsabilités, on avait entre 150 000 et 200 000 entrées légales hors droit d'asile. Là, on en a, je le dis, 327 000. Donc, nous avons une situation migratoire qu'on ne peut pas esquiver. C'est un sujet en lui-même, et c'est un sujet aussi, on l'a vu dans les élections législatives, dans les élections européennes, qui est un sujet de préoccupation majeur des Français, et ça de manière récurrente. Maintenant, que faire et qu'est-ce qu'il va se passer? Parce qu'on attend de voir quelle sera la volonté du nouveau Premier ministre Michel Barnier. On peut faire passer une nouvelle loi immigration, parce qu'au fond, c'est ce qu'on pressent ici. C'est qu'une nouvelle loi, j'ai l'impression qu'on va vivre le rétroviseur de la première partie du quinquennat. C'est amusant. La loi retraite va revenir, vous le savez, là, elle va revenir dans quelques semaines à l'Assemblée nationale pour être abrogée tout ou partie, on va voir. Et puis là, on va peut-être également entrevoir une nouvelle loi immigration. Souvenez-vous que la loi immigration, à laquelle faisait référence mon confrère tout à l'heure, a été censurée parce que, on va pas revenir là-dessus, c'était des caballets législatifs, ça s'est pas très très bien goupillé, mais peut-être que cette loi va revenir avec
effectivement des sujets comme la suppression de l'AME, la réservation des prestations sociales pour les Français, etc. Il y aura 2 obstacles à ça, je termine. Le premier obstacle, c'est y aura-t-il une majorité à l'Assemblée nationale pour voter ce texte? Parce que sur le papier, on peut se dire c'est très bien, 140 députés RN socialistes voteront. Est-ce que la majorité sera prête à aller jusque-là alors qu'elle était un peu timide au moment de la loi immigration? De quelle majorité parlez-vous? De l'ancienne majorité. La vous avez majorité raison de le reprendre. présidentielle. Avec qui ce sera une ligne rouge. La minorité présidentielle, effectivement. Avec un Gabriel Attal dont on sait, c'est des petits calculs, il faut comprendre, dont on sait qu'il veut aujourd'hui se démarquer de son prédécesseur, d'Emmanuel Macron, et qu'il veut diriger le groupe lui-même. Donc, y aura-t-il une majorité ici? Parce qu'il y aura une opposition franche de la gauche. Ouais. Et deuxième élément, et ça j'en reviens toujours là-dessus, c'est ma marotte, cette loi, quand bien même serait-elle votée, passera-t-elle les fourches codines du Conseil constitutionnel? On n'est plus sur un élément politique, encore que, pour moi, le Conseil constitutionnel ici fait quand même de la politique, sous couvert de droit, mais il va falloir aussi passer par cette étape-là. En tout cas, au moins, la volonté est posée. Moi, pour ma part, je m'en réjouis. Maintenant, attendons de voir la loi. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que c'est bien de dire que l'on a des priorités dans son mandat, etc., de faire des effets d'annonce, mais que la plus dure sera la réforme. C'est ce que vous expliquez. Que va contenir le texte? Et deuxièmement, ce texte va-t-il satisfaire aux exigences de notre droit actuel? Et s'il n'y satisfait pas, à ce moment-là, se posera la question de l'adaptation de notre droit. Et j'aimerais demander au président de la Ligue des droits de l'homme s'il pense lui aussi qu'on va certainement assister à quelques effets d'annonce, mais que finalement, il y a peu de chances que tout cela évolue. C'est un peu difficile à prévoir parce que la majorité qui se dessine, la majorité relative, on va dire, autour de la composition future du gouvernement Barnier est une majorité qui réclame des mesures de ce type et un retour justement à une nouvelle loi immigration, puisque comme vous le rappeliez tout à l'heure à juste titre, il y a toute une série des mesures qui figuraient dans la loi, qui en ont été retirées à peu près 40% des mesures par le Conseil constitutionnel, mais pour des raisons purement formelles, parce que c'était sans rapport avec la loi initiale. Bon, c'était des cavaliers législatifs, donc ça n'a pas marché, mais ça peut revenir. Et si ça revient, moi je partage alors complètement votre avis. Je pense que le Conseil constitutionnel, sans préjuger d'une décision de justice, devrait censurer, parce que ça serait très discriminatoire, ça serait contraire à nos principes d'égalité, en particulier le fait de supprimer des prestations sociale pour un certain nombre de catégories, ou l'aide médicale. Dernier point brièvement, je ne suis pas convaincu que l'immigration soit le sujet de préoccupation majeure des Français. C'est un sujet majeur, c'est ce qu'on nous dit dans les sondages. C'est la sécurité. Oui, mais même dans les sondages, ça ressort pas en tout premier, même si c'est important. Et puis surtout, on nous a tellement, du côté de l'extrême droite, on a su faire passer une petite musique, les immigrés, les étrangers, la délinquance, enfin une confusion absolument totale et très, très plus que contestable. Voilà, c'est ce qui a amené aussi cette dérive au niveau du débat sur l'immigration. On va continuer à passer en revue ces mesures auxquelles réfléchirait Michel Barnier. On va se demander aussi dans un instant si la gauche française n'est pas la dernière gauche d'Europe à rester un peu naïve concernant l'immigration. Ça m'intéresse d'avoir en particulier votre point de vue. A tout de suite avec nos invités sur Sud Radio. L'heure libre. Sud Radio, parlons vrai. De retour dans l'heure libre, donc, votre rendez-vous du samedi midi sur Sud pour regarder l'actualité à la loupe. Je suis en compagnie de Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre aussi est avec nous, pardon, je bafouille. Avec nous, Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, et Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris. Nous nous interrogeons sur les intentions de Michel Barnier sur l'immigration. Va-t-il faire évoluer les lois? Y a-t-il volonté d'une reprise en main de la politique migratoire? C'est la question de ce samedi midi. Vous vouliez revenir d'un mot, Pierre Gentillet, sur ce que nous disait Patrick Baudouin juste avant la coupure, sur ce que l'on pouvait attendre de l'attitude du Conseil constitutionnel vis-à-vis d'éventuelles réformes nouvelles. C'est-à-dire que si le projet de loi immigration ressemble peu ou prou à celui qui avait été déposé devant l'Assemblée et voté par l'Assemblée nationale il y a à peu près un an, il faut bien comprendre une chose, c'est que toutes les mesures
en particulier qui réserverait les prestations sociales aux Français, etc., seront, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, probablement quasiment toutes censurées. On a une décision de principe là-dessus du Conseil constitutionnel qui est ancienne et qui est constante. C'est une décision très connue de 1993 où le président du Conseil constitutionnel, c'était un certain monsieur Badinter, président à l'époque du Conseil constitutionnel, qui, sur une loi qui, je crois, avait été déposée par Charles Pasqua, avait provoqué l'esclandre, en tout cas la décision du Conseil constitutionnel, puisqu'il avait censuré cette loi immigration parce que contraire à des principes d'égalité, etc. C'est-à-dire que concrètement, puisqu'on parle de l'envie de Michel Barnier de supprimer l'aide médicale d'État... je m'avancerai pas là-dessus. C'est plus sur la réservation des prestations sur l'aide médicale d'État. Alors rappelons ce que c'est que l'aide médicale d'État. Ça permet à tous les étrangers ici sur notre sol d'aller se faire soigner et d'être pris en charge par le système médical français. Effectivement. Et alors là-dessus, je n'ai pas je crois pas qu'il y ait de décision là-dessus sur l'AME, mais il est fort à parier aussi que le Conseil constitutionnel considère qu'il y a une discrimination évidente dans l'accès aux soins, qui de mémoire se rattache à un principe constitutionnel qui est l'accès au droit à la santé publique, et par conséquent censurer la loi. Et ça, il faut bien avoir ça en tête. Que les gens ne comprennent pas souvent que le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire 9 juges, enfin 9... sages, on a. Pitié, non, c'est ça. Je ne veux plus entendre ce terme, parce que ce terme a été inventé par un ancien président du Conseil constitutionnel lui-même. Bref. Mais en tout cas, ces 9 personnes qui sont nommées par le président de la République, par le président du Sénat et par le président de l'Assemblée nationale, donc 9, sont en capacité d'annuler, ou plutôt de priver d'effet une loi, enfin de l'annuler concrètement, avant son entrée en vigueur, et même après, depuis 2008, alors même que l'Assemblée nationale l'aurait voté à l'unanimité. Donc ça pose des questions de légitimité assez évidentes. Donc, mais néanmoins, là-dessus, j'ai un point d'accord, parce que c'est juridique, c'est factuel. Je pense qu'aujourd'hui, je le crains, mais je ne le souhaite pas, que le Conseil constitutionnel censure de telles dispositions restrictives au nom de principes qu'il interprète selon son sens propre. Voilà. Oui, alors ce que peuvent comprendre plus difficilement les Français qui voyagent et qui vont, pour certains, dans des pays étrangers, comme par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, vous voulez vous faire soigner, vous êtes Français, vous sortez votre carte bleue. Et en revanche, la réciprocité ne serait pas possible. C'est-à-dire qu'en France, tous les étrangers peuvent accéder à notre système médical. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ça concrètement aux Français qui se posent cette question ? Comment est-ce que le Conseil constitutionnel peut s'arroger le droit de décider même contre le Parlement ? Écoutez, il faudrait changer le système républicain, en tout cas le système de la Ve République dans lequel on vit, parce qu'avant il n'y avait pas de Conseil constitutionnel, ou quasiment pas. Comment est-ce que ça s'explique ? Ça s'explique parce qu'en fait vous avez un texte qu'on appelle la Constitution, et autour de ce texte, des principes non écrits qui s'appuient sur la Déclaration des droits de l'homme, notamment. Un texte qui a été voté par le peuple français par référendum. Qui a été voté par le peuple français par référendum, mais qui, en l'occurrence, si vraiment vous voulez qu'on aille dans la mais si vous voulez qu'on aille dans la technique, en l'occurrence, au départ, le Conseil constitutionnel n'avait pas capacité à interpréter et à utiliser ce texte. Il se l'est arrogé en 1971. Donc le Conseil constitutionnel voit des textes constitutionnels, il regarde la loi et il dit s'il y a une inconformité entre ma lecture du texte constitutionnel et la loi, je fais primer le texte constitutionnel. Et là, il pourra dire tout à fait, il y a un principe constitutionnel qui est le principe d'égalité. Alors, il store de manière très extensive, c'est un chewing-gum le principe d'égalité, et de dire ici, là, le fait de réserver les prestations sociales, ça tord le principe d'égalité. Donc la loi doit être écarté. J'imagine que Patrick Beaudouin ne doit pas être tout à fait d'accord sur cette interprétation des choses. Je répondrai à la comparaison que vous faisiez entre les États-Unis et la France. Je crois que le point capital là-dessus, c'est que la conception américaine est très différente de la conception française et européenne. C'est en Europe, il est bien certain qu'il y a une protection sociale qui est beaucoup plus grande qu'aux États-Unis. Moi, je connais bien ce pays pour y être allé. J'ai ma fille qui a eu un très grave accident. C'est un pays qui ne protège pas. Et la conception américaine, c'est que chacun se débrouille, en gros. Enfin, je schématise. Donc, c'est ce qui explique qu'il y ait cette différence, alors qu'en France, on est beaucoup plus protecteur, à la fois de ceux qui sont français et de ceux qui peuvent venir sur notre territoire. Le deuxième point, c'est pourquoi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il y a quand même une Cour suprême aux États-Unis, même si aujourd'hui, elle est complètement
complètement contrôlée par les conservateurs, mais on a quand même un système un peu similaire là-dessus, avec une Cour suprême qui peut aussi remettre en question des choix qui ont été les choix du Congrès, enfin du Parlement américain. Et là, en France, c'est la même chose. Il y a un Conseil constitutionnel qui est chargé de veiller à ce que les grands principes des démocraties, de la République soient respectés. Et parmi ces principes, il y a l'égalité, la liberté, la fraternité. On revient toujours au même. Et c'est assez normal donc que ce contrôle puisse s'exercer. Ouais. Alors, dernier point, pour autant, il ne faut pas être d'un laxisme absolu, parce que ce qui favorise aussi la remise en cause, il faut le dire qu'il y a des abus parfois. Donc ça doit être sanctionné. Mais le principe lui-même doit subsister. D'ailleurs, ça serait très contre-productif que de supprimer cette aide médicale d'État à des gens qui, de toute façon, sont sur notre territoire et qui se retrouveraient dans des situations d'impossibilité de soins qui entraîneraient des conséquences qui seraient finalement dramatiques, humaines et sociales. Juste un point quand même, parce qu'on prend beaucoup d'avance en se demandant ce qui se passera si un nouveau texte va au Conseil constitutionnel. Il n'est pas certain du tout qu'il y ait une majorité en faveur d'une nouvelle loi immigration plus développée. Et précisément, les macronistes en particulier ont de grandes chances de se diviser, voire d'éclater sur une telle question. Alors, sur la question de l'immigration, pardon de revenir là-dessus, puisque c'est la question du jour. Quand même, Patrick Beaudouin, même du côté de l'Allemagne, on annonce un renforcement aux frontières des contrôles, et notamment aux frontières avec la France. L'Allemagne va étendre à toutes ses frontières les contrôles visant à faire reculer l'immigration irrégulière, a annoncé ce lundi 9 septembre, le gouvernement d'Olaf Scholz. Des contrôles temporaires avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark vont être mis en place pendant 6 mois à partir du 16 septembre. Ça veut quand même dire que l'on sort, je dirais, de ces années où l'immigration était accueillie comme une providence et maintenant on aborde les choses de façon un peu plus technique. On souhaite pouvoir regarder d'un peu plus près qui rentre sur le territoire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Pour nous, c'est malheureusement une mauvaise nouvelle. Maintenant, elle a ses explications, bien sûr. Vous prenez l'Allemagne, on peut prendre la Suède aussi, qui est en train d'évoluer dans un sens très largement similaire et même plus avancé encore. Il faut dire que ce sont des pays qui ont accueilli beaucoup d'étrangers, d'immigrés, beaucoup plus que la France, parce qu'on parle des chiffres français, mais ils sont considérablement inférieurs à ceux qu'on a connus ou qu'on connaît en Allemagne ou en Suède, en proportion de population. Donc, il y a cela. Le deuxième point, c'est que malheureusement, un certain nombre de gouvernements, y compris parfois des gouvernements qui ne sont pas seulement de droite, mais qui peuvent être centristes ou de gauche, suivent les idées de l'extrême droite sous prétexte d'enrayer la montée qui est réelle et observée. Vous avez vu les dernières élections en Allemagne de l'Est, où il y a 30% quand même de votes en faveur d'un parti d'extrême droite qui est bien pire, je dirais, si on peut dire, qui est l'AfD, qui est un parti qui revendique quasiment la remigration. La remigration. Oui, tout à fait. Et puis qui se situe, qui trouve qu'Hitler c'était pas si mal. Donc c'est dire où l'on va. Et au lieu de résister à cette poussée de la part de l'extrême droite, eh bien des partis plus traditionnels cèdent. Un mot, juste un mot, oui, parce que c'est important sur l'Allemagne, notamment ce que vous dites. On parle beaucoup des sociodémocrates qui se durcissent sur la question, on parle de la droite, de l'extrême droite. Il y a aussi la gauche radicale qui bouge sur l'immigration. Vous avez un nouveau parti, on en parle très peu, qui s'appelle l'Alliance Sarah Wagenknecht, et c'est un parti qui a gagné 6 députés européens. C'est un parti issu d'une scission de Die Linke, les insoumis locaux, et qui est contre notamment l'immigration incontrôlée. C'est la gauche souverainiste, entre guillemets, c'est souverainiste radicale, mais dite conservatrice. Ils ont fait 16% des élections régionales dans le Ländler, justement. Et ça, on en parle très peu. Messieurs, nous n'avons pas fini de parler d'immigration. C'est en tout cas la priorité annoncée par notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous. Patrick Beaudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Pierre Gentillet, vous restez peut-être, vous avez un mot à dire sur le sujet qui vient. On va parler de Donald Trump et sa rivale Kamala Harris, qui était en débat mardi soir. Un débat à fort enjeu qui a été regardé par 68 millions d'Américains. Ça vous intéresse ? Allons-y. Bon, allez, à tout de suite sur Sud Radio. Merci à tous. L'heure libre.
Sud Radio, parlons vrai. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous pour regarder l'actualité à la loupe. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry et Victor Lefebvre, journaliste d'investigation. Avec nous, nous a rejoint Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, auteur de l'excellent Kamala Harris, l'Amérique du futur, aux éditions Nouveau Monde. Et évidemment, nous allons parler du débat. C'était un grand débat entre l'ex-président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris. C'était un débat mardi très attendu, d'autant qu'il n'y en aura pas d'autre. Quelque chose me dit que vous avez regardé ce débat et que vous avez trouvé Kamala Harris, la championne des démocrates, très convaincante, Jean-Éric. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais demander à notre ami Gérald Olivier, il était avec nous en juin dernier, journaliste franco-américain, ancien rédacteur en chef de Spectacle du Monde. On sait qu'il est proche des Républicains. Si, de son côté, il a regardé le débat. Gérald Olivier, vous avez regardé le débat Trump-Harris. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, j'étais un petit peu déçu, j'étais un petit peu frustré parce que c'était une occasion pour Donald Trump de marquer des points et je ne pense pas qu'il ait réussi à le faire. On n'a pas appris grand-chose sur Kamala Harris, par contre elle s'est très bien débrouillée et elle a surtout réussi à faire sortir Trump de ses gonds, à le mettre sur la défensive, ce qui aurait dû être l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde connaît déjà Donald Trump. On sait ce qu'il veut faire des États-Unis, mais en vérité, on ne connaît pas Kamala Harris. Et Kamala Harris, elle a connu une métamorphose depuis qu'elle est devenue la candidate du Parti démocrate. Elle s'éloigne de ses positions progressives qu'elle avait avant. Elle parvient à faire en sorte que, bien qu'elle soit vice-présidente, elle se présente un petit peu comme la sortante, comme si elle n'était pas déjà responsable de ce qui se passe dans l'administration et si elle n'était pas aux commandes depuis déjà 3 ans et demi. Et elle a pu développer ses points de manière très claire. Elle a attaqué Trump sur le 6 janvier, sur sa défaite de 2020, sur certains de ses côtés autoritaires. Et à chaque fois, plutôt que d'ignorer ses attaques, lui, il s'est senti le besoin de répondre. Et du coup, il s'est retrouvé sur la défensive. Il a perdu un petit peu son focus. Je l'ai trouvé beaucoup moins efficace qu'il peut être à l'occasion. Et pour moi, de son côté, c'est le débat des occasions perdues. Alors, les observateurs disent que Kamala Harris a même carrément plié le match. Est-ce que c'est votre avis, Gérald Olivier ? Bon, pour moi, c'est excessif parce que la campagne n'est pas terminée et elle est capable de se piéger toute seule, surtout si les sondages lui donnent un excès de confiance. Mais encore une fois, c'était l'occasion pour Donald Trump de mettre en avant combien Kamala Harris est un caméléon qui est prête à dire tout ce qu'il faut dire pour être élu. Sans considération pour ce qu'elle fera vraiment si elle est élue et sans considération surtout pour ce qu'elle a fait depuis qu'elle est la vice-présidente. Et de ce point de vue-là, c'est elle qui a remporté la partie. Elle a été beaucoup plus claire dans ses expressions. Elle avait préparé des mini-discours sur chaque question et à chaque question qui lui a été posée, elle a pu exposer de manière très très générale, très vague, mais très flatteuse également, des propos qui ne peuvent déplaire à personne, ce qu'elle ferait si elle était présidente. Et elle a surtout accusé Donald Trump d'être le président du chaos, d'être un mauvais perdant, de vouloir amener l'Amérique en arrière. Et je pense que malheureusement, il n'a pas réussi, lui, à la mettre sur la défensive et à mettre en avant le fait... Merci Gérald Olivier, merci. Alors vous devez boire du petit lait, Jean-Éric Brana, parce que le moins que l'on puisse dire, là, c'est que la déception a changé de camp, hein. Vous vous souvenez, vous savez pourquoi je dis ça, parce que vous rappelez notre débat en juin dernier où Gérald Olivier avait dit à quel point Trump avait gagné le match face à un Joe Biden en perdition. Là, voilà. Et vous vous souvenez que je disais la même chose. Là-dessus, on s'était rejoint puisque c'était aussi mon analyse. Et que je pensais que Joe Biden n'était pas le bon candidat pour le Parti démocrate et que effectivement il y a des temps pour être candidat et des temps pour ne pas l'être, et malheureusement il avait un flux médiatique contre lui, le vent était trop fort et je crois qu'il fallait qu'il passe la main. C'est exactement la raison pour laquelle il passe la main, rappelons-le quand même, c'est parce qu'il a pris conscience que ce flux médiatique l'empêchait d'émerger et que cette histoire de sénilité qu'on lui a mis dans les pattes allait tout emporter. Je ne sais pas si je bois du petit lait. En tout cas, je rejoins l'analyse de Gérald là aussi. Effectivement, Kamala Harris était bien plus percutante, mais elle est bien meilleure que Donald Trump en débat. Je n'ai pas cessé de le répéter à chaque fois qu'on voulait bien m'interroger avant le débat, puisque
On entendait à peu près tout sur Kamala Harris, il faut dire, et oui, surtout qu'elle était nulle et que c'était quelqu'un plutôt effacé. Je pense que c'est des gens qui s'étaient jamais penchés sur la carrière de Kamala Harris qui pouvaient dire des choses pareilles, puisque elle est tout le contraire. Et d'ailleurs, elle l'a montré. C'est pas sur un débat qu'on se révèle, sa nature profonde, c'est au contraire d'être extrêmement bien préparée. Je rappelle qu'elle était déjà dans l'équipe de débat de son université, ce qui montre que très jeune, elle avait déjà des talents rhétoriques accomplis, et d'ailleurs elle l'a montré, puisqu'ensuite elle a une carrière dans le judiciaire, juridique, donc avocate, elle est avocate générale, procureur. Bon, bah c'est pas des rôles qui se font sans avoir un talent de parlotte absolument accompli. Et puis c'est quelqu'un de très sérieux. Effectivement, je rejoins Gérald quand il dit qu'elle avait préparé des mini-discours sur chaque question. C'est exactement ça. Elle savait exactement où elle allait. Elle avait pas de temps de latence. Et puis elle a aussi une autre force qui est assez peu relevée, mais qui est certaine, c'est la gestuelle. Elle sait se servir de ses gestes, de ses regards, de son sourire. De son sourire, oui. Et de ses fous rires aussi. Mais de tout. Et elle savait que la caméra était tout le temps sur elle. Et que tout ça a été scruté. Quand Donald Trump mettait les yeux au sol et attendait que son tour revienne et avait l'air d'être un pantin qui se révèle, écoutez, c'était le contraire de juin. En juin, c'était Biden qui avait l'air d'être le vieux de l'étape. Là, c'était Trump qui, effectivement, ne semblait pas pouvoir rebondir. Alors, ceci est d'autant plus ironique, Jean-Éric Brana, que les Républicains se moquaient beaucoup du rire de Kamala Harris en faisant beaucoup de vidéos disant qu'elle avait l'air folle. She's nuts, disait Donald Trump il y a encore quelques semaines, et finalement elle a l'air beaucoup plus maîtresse de ses expressions corporelles que son adversaire républicain. Comment vous expliquez que Donald Trump soit passé... Permettez-moi un mot sur le sourire, parce qu'on est sur Sud Radio et que la moitié de la France en dessous de la Loire sourit tout le temps. Moi j'ai cette anecdote, je viens du Sud-Ouest, et quand je suis arrivé à Paris, on me disait que j'étais suspect parce que je souriais tout le temps. Et encore quand on me caricature, c'est avec une espèce de sourire niais en disant Brana il sourit. Et c'est ce genre de critiques qui viennent, alors dans le Nord particulièrement, mais de gens qui, à mon avis, sont des renfrogniers, qui ont des gros problèmes dans leur vie, parce que c'est normal de sourire en réalité. Après, on aime la vie. Et c'est ce que nous dit Kamala Harris à travers ce sourire. Entendu. Alors, comment vous expliquez par ailleurs qu'en si peu de temps, Donald Trump, qui était archi favori, 2 mois plus tard, il ne l'est plus. Les sondages donnent plutôt Kamala Harris maintenant vainqueur. Est-ce que ça veut dire que les Américains sont versatiles à ce point, ou est-ce que c'est parce que Donald Trump, finalement, n'est pas si convaincant face à quelqu'un d'un peu plus jeune, d'un peu plus affirmé sur ses positions? Comment vous expliquez ce retournement très spectaculaire de l'opinion? Écoutez, depuis 2023, on vous le dit, on vous le répète, 75% des Américains ne voulaient ni de Biden, ni de Trump. Il y en a un qui est parti, il y en a un qui reste. Donc il est évident que celui qui reste dans le débat s'est pris dans la figure cette idée que les Américains ne veulent plus de lui. Il est évident que si vous aviez eu quelqu'un de plus jeune en face de Kamala Harris, ça aurait été un tout autre débat. Mais Trump, on le connaît, Trump, on sait ce qu'il veut faire, et puis les Américains n'en veulent plus. Ils veulent encore une fois, ni de l'un ni de l'autre. Ils voulaient, c'est du dégagisme, ils voulaient changer de personnalité parce qu'ils veulent voir l'avenir, et ils veulent voir l'avenir donc avec quelqu'un d'autre. Les affaires de casting, on sait ce que c'est, on a la même chose en France, et nous aussi en ce moment, on a envie que ça dégage, que ça change. Et si on nous remet les mêmes ministres, on va dire, écoutez, non, c'est pas ce qu'on veut actuellement. Avoir une autre politique, c'est encore autre chose, mais déjà de nouvelles têtes. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Éric Brana. Je rappelle que vous venez d'écrire Kamala Harris, ça vous permettra de prolonger ce débat, l'Amérique du futur, aux éditions Nouveau Monde. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci Pierre Gentillet d'avoir été avec nous. On n'a pas eu le temps d'entendre votre son de voix. Une prochaine fois. Merci Victor Lefebvre. Merci Jean-Marie Bordry. Merci à vous, Stéphane Simon. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 12h, 13h pour une nouvelle heure libre. Tout de suite, Alain Marty vous emmène sur les routes de vin de France. Oui, exactement, avec un thème qui aurait beaucoup plu à notre ami André Berkoff, le raisin dans tous ses états. On sera entre l'Armagnac et la Corse, et c'est magnifique, mes amis. À tout de suite sur Sud Radio. Merci à tous.